Morlaix. Tout comme sa proche voisine Collonges-la-Madeleine, Morlaix entre dans l'histoire au moment des invasions sarrasines qui dévastèrent Autun en 731. Ces combats constituent la base de la légende de Saint-Émilion venu au secours des chrétiens bourguignons et fut massacré dans une clairière. Les tombeaux dits sarrasins de la colline de Martreux à Morlaix témoignent de ces engagements. Le nom de Morlaix est imposé au village par le seigneur des lieux en 1700 en remplacement du nom les Loges, donné au village en 1224 par le seigneur Guillaume des Loges, possesseur également de terres sur Anthuilly. Un différend a d'ailleurs opposé les religieux du monastère du Val-Saint-Benoît au seigneur des Loges, les moines ayant détourné à leur profit la Drée au cours de Gaulifier, privant en eau les terres de Monestoy. Le seigneur des Loges se complaignoit des édits religieux en disant que le poisson du gour de Gaulifier, où il a sa pêche, pourrait entrer dans leur bief et par ainsi serait diminuer sa pêche. Encore disoit que l'édit religieux faisoit estancher ou excluser dessous le cours de Gaulifier à son préjudice, empêchement d'abreuver les pâtures en la terre de Monestoy, en laquelle ces hommes ont accoutumé d'user de vaines pâtures. Or, les seigneurs des Loges du XIIIe au XVIe siècle furent d'ardents protecteurs du monastère et consacrèrent une grande partie de leur fortune à l'embellissement des lieux. Ainsi, les tombes des héritiers successifs, aux armes d'or aux chevrons d'azur, venaient se ranger tour à tour sous la garde des cénobites. Simon des Loges, bailli d'Autun en 1500, fit construire contre l'église priorale du monastère du Val-Saint-Benoît la chapelle des Loges, un joyau d'art flamboyant. Guillaume de Loges avait édifié vers 1420 le château de Morlaix. Cette importante forteresse fut en partie reconstruite par un descendant, Pierre des Loges, en 1584. Les Loges appartient à monsieur de Perne, situé en un vallon d'assez bon rapport. Hugues Maréchal, collecteur de taille, assisté de Philibert Pilet, échevin. Environ 240 habitants, 12 laboureurs, blé gelé l'année dernière et peu de communaux. C'était un usage de la province Bourgogne qui sera repris par l'édit de Colbert en 1666. En 1700, Jean de Morlaix, écuyer, seigneur des lieux, donne son nom au village. En 1789, le cahier de doléances de Morlaix fait écho de difficultés ancestrales. Le village est un des plus pauvres de l'Autunois, tant à cause de la stérilité de son terrain qui ne produit que du seigle, que les 2/3 de ses habitants sont composés de manœuvres et de bûcherons. Les 10 habitants payent aussi par chaque feu une mesure de seigle à messieurs les curés de Saizy et Tintry chaque année, de même qu'un droit de tierce qui se perçoit au seigneur du lieu. Les habitants demandent à être renvoyés du droit de banalité du moulin. En 1857, le château de Morlaix passe dans la famille de Louvencourt, alliée aux Vauguet. En 1904, la commune comptait 246 habitants, dont 2 aubergistes, 2 charrons, un cordonnier, 2 épiciers merciers, 2 forgerons, un maçon, un meunier, un commerçant de moutons, un marchand de tabac et de pipes, un garde champêtre. Le domaine de Frétois, château de la fin du XIXe siècle, autrefois préventorium de la Croix-Rouge, est aujourd'hui un lieu d'hébergement privé. Morlaix est arrosé par les eaux de la Drée et la Digoine. Cet affluent faisait autrefois tourner le moulin Soyaux. En 1904, la commune comptait 246 habitants, 2 aubergistes, 2 charrons, un cordonnier, 2 épiciers merciers, 2 forgerons, 3 maçons, un commerce de moutons et un marchand de tabac.
2 dindes truffées, Garrigou? Oui, 2 magnifiques dindes bourrées de truffes. Et j'en sais quelque chose, parce que c'est moi qui ai aidé à les remplir. Jésus-Marie, moi qui adore les truffes. Et avec les dindes, dans la cuisine, as-tu aperçu autre chose? Oh oui, toutes sortes de bonnes choses. J'ai aperçu quoi? Je ne sais plus, ce que j'ai aperçu. Des faisans peut-être. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux, en bas dans les cuisines. On entendait le tintement, l'argenterie remuer dans les apprêts d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon les chairs rôties et les herbes fortes des sauces compliquées faisait dire aux métayers, comme aux chapelains, comme aux baillis, comme à tout le monde, quel beau réveillon nous allons faire après la messe! C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne, montant jusqu'à hauteur des murs, les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés. Et que de monde, et que de toilettes. Voici d'abord, assis dans les stalles sculptées qui entourent le chœur, le sire de Traquelage en habit de taffetas saumon, et près de lui, tous les nobles seigneurs invités. En face, sur les prie-dieu garnis de velours, ont pris place la vieille marquise douairière, dans sa robe de brocart couleur de feu, et la jeune dame de Traquelage, coiffée d'une haute tour de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour de France. Plus bas, on voit, vêtus de noir, avec de vastes perruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arneton et le tabellion maître Ambroise. 2 notes graves parmi les soies voyantes et les damas brochés. Puis viennent les gras majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, dames barbes, toutes bancs, toutes ces clés pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs, c'est le bas-office, les servantes, les métayers avec leurs familles, et enfin, là-bas, tout contre la porte qu'ils entrouvent et referment discrètement, messieurs les marmitons qui viennent entre 2 sauces prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église tout en fête et tiède de tant de cierges allumés. Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant ? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps « Dépêchons-nous, dépêchons-nous! Plus vite nous aurons fini, plus vite nous serons à table !» Le fait est que chaque fois qu'elle teinte, cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entr'ouverts. Et dans cette buée, 2 dindes magnifiques, bourrées, tendues, marbrées de truffes. Ou bien encore, il voit passer des files de pages portant des plats enveloppés de vapeur tentante. Et avec eux, il entre dans la grande salle déjà prête pour le festin. Oh, délice!
Voilà l'immense table toute chargée et flamboyante, les paons habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons couleur de rubis, les pyramides de fruits éclatants parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garrigou. Eh ben oui, Garrigou! Étalés sur un lit de fenouil, l'écaille nacrée comme s'ils sortaient de l'eau, avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres. Si vive est la vision de ces merveilles, qu'il semble à Dom Balaguère que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur les broderies de la nappe d'autel. Et 2 ou 3 fois, au lieu de « Dominus vobiscum », il se surprend à dire le « Benedicite ». À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion. Et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe. Car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer 3 messes consécutives. Et d'une, se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qu'il croit être son clerc, et... c'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence aussi le péché de Dom Balaguère. « Vite, vite, dépêchons-nous » lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garrigou. Et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plus vite fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confiteor. Entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Verset et répond se précipite, se bouscule, les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achève en murmures incompréhensibles. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir. Puis au matin, il arrive dans le ciel, encore tout en rumeur des fêtes de la nuit. Et je vous laisse à penser comme il fut reçu. « Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien !» lui dit le souverain juge, notre maître à tous. « Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. » « Ah, tu m'as volé une messe de nuit. Eh bien, tu m'en paieras 300 en place. Et tu n'entreras en paradis que quand tu auras célébré dans ta propre chapelle ces 300 messes de Noël en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute et avec toi. » Et voilà la vraie légende de Dom Balaguère, comme on la raconte au pays des Olives. Aujourd'hui, le château de Trinquelage n'existe plus. Mais la chapelle se tient encore droite, tout en haut du mont Ventoux, dans un bouquet de chênes verts. Le vent fait battre sa porte disjointe, l'herbe encombre le seuil. Il y a des nids aux angles de l'autel et dans l'embrasure des hautes croisées dont les vitraux coloriés ont disparu depuis longtemps. Cependant, il paraît que tous les ans, à Noël, une lumière surnaturelle erre parmi ces ruines, et qu'en allant aux messes et aux réveillons, les paysans aperçoivent ce spectre de chapelle éclairée de cierges invisibles qui brûlent au grand air, même sous la neige et le vent. Vous en rirez si vous voulez, mais un vigneron de l'endroit, nommé Garrigue, sans doute un descendant de Garrigou, m'a affirmé qu'un soir de Noël, se trouvant un peu en ribote, il s'était perdu dans la montagne aux côtés de Trinquelage. Et voici ce qu'il a vu. Jusqu'à 11h, rien. Tout était silencieux, éteint, inanimé. Et soudain, vers minuit, un carillon sonna tout en haut du clocher. Un vieux carillon qui avait l'air d'être à 10 lieues. Bientôt, dans le chemin qui monte, Garrigue vit trembler des feux, s'agiter des ombres indécises. Sous le porche de la chapelle, on marchait, on chuchotait. « Bonsoir, maître Arnoton. Bonsoir, bonsoir, mes enfants. » Quand tout le monde fut entré, mon vigneron, qui était très brave, s'approcha doucement et, regardant par la porte cassée, eut un singulier spectacle. Tous ces gens qu'il avait vus passer étaient rangés autour du chœur, dans la nef en ruine, comme si les anciens bancs existaient encore.
de belles dames en brocart avec des coiffes de dentelle, des seigneurs chamarrés du haut en bas, des paysans en jaquettes fleuries, ainsi qu'en avaient nos grands-pères, tous l'air vieux, fanés, poussiéreux, fatigués. Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux au milieu du chœur, agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix, pendant qu'un prêtre, habillé de vieil or, allait, venait devant l'autel en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot. Bien sûr, c'était Dom Balaguère, en train de dire sa 3e messe basse. Les 3 messes d'Alphonse Daudet.